Alors bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi ça va super bien. C'est vrai que la période de confinement est un peu compliquée, mais je gère. Alors aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle histoire. Non, ce n'est pas une HVF parce que aujourd'hui je vais plutôt parler de l'un des cambriolages les plus sophistiqués du monde. Oui, un cambriolage qui a marqué le monde entier. Alors, bien évidemment, si vous êtes prêts, mettez-vous à l'aise, prenez une tasse de lait, que vous soyez sur votre lit, sur votre canapé. On décolle. La nuit du 15 au 16 février 2003, l'une des villes de diamanterie les plus réputées du monde a subi la casse du siècle. Elle s'est faite par un petit groupe d'Italiens, sans cagoule, sans armes, sans violence ni coup de feu. À présent, le décor placé, notre préoccupation sera de connaître notre site. Alors, le site. Nous sommes dans la ville d'Enver en Belgique, au cœur d'un quartier surnommé le kilomètre du diamant, qui est délimité par trois rues, la Chamstraat, la Revenier et la et la Rift. Il recense 1800 compagnies et 30 000 emplois, dont 4500 des diamantaires. Ces diamantaires sont bien évidemment membres de 4 bourses, à savoir le Diamant Club pour les diamants bruts et taillés, le Beursvoor Diamant Handel pour les diamants taillés, le Vrij Diamant Handel pour les diamants bruts, et enfin, le Diamant Kring. La banque abritant des coffres forts est connue pour regorger d'une salle de coffre située 2 étages en dessous du Diamond Center. Rajoutons aussi que sa salle de coffre-fort est protégée par 10 mécanismes différents de sécurité, à savoir une porte de 3 tonnes à combinaison électronique et à détecteur magnétique, des caméras de surveillance, des détecteurs à chaleur infrarouge et bien entendu des capteurs sismiques. Et pour finir, un radar Doppler. La banque était à l'époque l'une des plus sécurisées du pays. Alors, qui peut être à l'origine d'un crime aussi élaboré et sophistiqué? Les criminels. Les criminels à l'origine ne sont rien d'autre qu'une bande de cambrioleurs spécialisés dans le vol. Mais pas n'importe quel vol. Des vols dans le coffre-fort, les contournements des systèmes électroniques et aussi l'usage de fausses clés. Ils seraient donc présentés comme des émules du célèbre Arsène Lupin. Les motifs de ces cambrioleurs ne seraient tout autres que l'art de voler ou le plaisir de s'enrichir. Les membres de l'école de Turin sont des personnes de base richissimes, mais ces derniers n'entretiennent aucun lien avec les mafieux. Il est juste dit qu'ils partageraient ensemble une passion pour l'esthétique du vol. Le chef et la tête de l'opération était un homme dénommé Leonardo Notarbartolo. Il était originaire de Palerme et détenait déjà un casier judiciaire bien garni. Bon, c'est vrai que pour un homme de 50 ans déjà riche, c'est pas très évident. Et pour finir, il y a Adriana Cruda, 48 ans, qui est l'épouse de Leonardo et un couple d'Italo-néerlandais. Maintenant que nous connaissons les auteurs, voilà comment ils s'y sont pris pour réaliser la casse du siècle. Le vol. 2 ans et demi avant le vol, l'escroc Leonardo Notarbartolo se présente à Enver comme étant importateur de bijoux à Turin. Pour se mêler aux diamantaires, Leonardo loue un bureau dans le Diamond Center, ce qui lui permet d'avoir un badge et une place de parking, mais aussi l'accès aux salles de réunion des diamantaires. À la banque, il ouvre aussi un compte pour sa société fictive et ces derniers lui octroient un coffre-fort. Sa société fictive lui permet alors d'espionner et d'évaluer la sécurité du centre diamantaire. Bien évidemment, grâce à une caméra cachée dans sa sacoche ou encore son stylo à billes contenant un mini-appareil photo numérisé dans la poche de sa chemise. Dans la nuit du 9 au 10 février 2003, notre équipe italienne dénommée la Scuola di Tori, dirigée par Leonardo, pénètre le centre par l'entrée du parking. Grâce au badge et à la clé d'accès de Notarbartolo, la porte blindée de 3 tonnes se fait ouvrir. Pendant ce temps, un expert en électronique détournait le système d'alarme les plus sophistiqués de tout le pays, de façon à le neutraliser plus facilement le jour du cambriolage. Après cela, Leonardo s'y rendait toute la semaine, histoire de vérifier que personne ne s'en rende compte. La nuit du 15 février 2003, sans armes ni cagoule, ils reprennent le même chemin. Ils prennent l'ascenseur jusqu'au 2e sous-sol de l'immeuble, puis
désactive les capteurs de mouvement avec une laque pour cheveux, neutralise les caméras thermiques en masquant leur corps avec de larges boucliers en polyester et enfin recouvre les caméras avec des sacs en plastique, puis remplace les anciennes vidéos par des cassettes préenregistrées. Avec les clés fabriquées, la Scuola di Turin dérobera le contenu de 123 coffres sur les 160 qu'il y a. Pour arrêter le cerveau d'un tel coup, vous pensez peut-être que ça a été une course-poursuite à la Death Note. Eh bien non, les amis, ça a été tout aussi simple. L'arrestation. À 30 km d'Denver, dans un bois long de l'E19, à Vilvorde, un chasseur découvre un sac poubelle. Celui-ci était abandonné avec des papiers dans lesquels les diamantaires roulaient les bijoux volés, les cassettes piratées, des caméras de surveillance et aussi un morceau de pain au salami de Leonardo contenant son ADN dessus. Le chasseur, bien évidemment, prévient la police qui est désormais sur la piste des voleurs. 4 jours plus tard, notaire Bartolo se rend à la banque pour savoir si son coffre avait été victime d'effraction lors du cambriolage. Une technique qui aurait d'ailleurs bien fonctionné si ces derniers n'avaient pas commis l'erreur en jetant ce sac poubelle. Alors que la police soupçonnait déjà la société fictive de ce dernier, vu que celle-ci s'était installée récemment, Leonardo sera alors arrêté à son domicile avec des billets d'avion pour Milan qu'il prendrait le lendemain. Il trouvera aussi un de ses complices néerlandais en train de déménager ses affaires pour sa destination finale. Et suite à ces événements, la police décidera alors de perquisitionner son domicile. Ils y trouveront ensuite à l'intérieur l'autre moitié de son morceau de pain au salami et des résidus de diamants sur la moquette du salon. Seuls 70 000 sur le magot ont pu être retrouvés, mais pas les diamants. En 2005, Leonardo est condamné à 10 ans de prison et 10 000 d'amende, tandis que ses 3 autres complices écopent pour 5 ans de prison pour cambriolage d'une somme d'à peu près 100 millions d'euros. Mais les experts affirment que jusqu'à ce jour, cette somme serait peut-être doublée. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle histoire. Elle peut être une HVF, comme une histoire étonnante. Bye!